Alors bonjour à tous, je suis Karen Ramsey, je suis rédactrice en chef de la revue Concours Pluripro et je suis ravie de vous accueillir pour ce deuxième webinaire que nous organisons avec le soutien de CGDIM Santé. Pour répondre au mieux à vos questions, nous avons fait le choix de construire cette session à partir de vos questions et de vos réalités de terrain. Et on vous rassure, si à l'issue de ce webinaire, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les adresser via l'adresse mail qui s'affichera à la fin de la séance. Tout comprendre sur l'ACI, donc vraiment ACI-MSP, ACI-CPTS, tout comprendre des rémunérations forfaitaires. Je vais d'abord faire un petit point de contexte. Vous le savez, l'adhésion à l'accord conventionnel interprofessionnel permet de bénéficier d'une rémunération forfaitaire en fonction notamment des niveaux d'atteinte des indicateurs, de la date de contractualisation, des projets aussi mis en place. Vous le savez aussi, les négociations ACI-MSP sont en fin de course et doivent dessiner l'avenant 2 de cet accord conventionnel. Des choses vont évoluer, certes, avec notamment de nouvelles fonctions, de nouvelles missions, de nouveaux indicateurs. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, mais promis, on vous tient informé, bien évidemment, à la clôture de ces négociations. Les négociations ACI-CPTS, elles, vont démarrer d'ici fin 2025, nous a chuchoté la Fédération des CPTS. Donc, on va suivre cela également de près. Comment se rémunère l'exercice coordonné en maison de santé et en CPTS? C'est vraiment tout l'enjeu de ce webinaire. Et pour débattre de ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir deux experts à mes côtés. Gaël Boulanger, directeur de la CPTS Pével du Douaisis, coordinateur à la MSP Oxy Le Château dans les Hauts-de-France et aussi formateur relais de l'EHESP. Bonjour Gaël. Bonjour Karen, bonjour à tous. Et également Sophie Philippi Vérag, expert comptable dans les Hauts-de-France. Bonjour Sophie. Bonjour Karen, bonjour Gaël. Alors, vous êtes plus de 350 inscrits et on est ravis. Médecins, infirmiers, coordinateurs, sages-femmes, pharmaciens, leaders de votre maison de santé ou votre CPTS. Bonjour, bienvenue à tous. Comme je vous le disais, vous avez été nombreux à poser des questions en amont de ce webinaire et nous allons faire de notre mieux pour y répondre au cours de cette petite heure passée. Je ne vais pas être plus longue, je laisse la parole à Gaël et à Sophie pour la suite. Merci Karen. Donc, pour ce webinaire, nous allons aborder dans un premier temps les grands principes de la rémunération ACI dans les maisons de santé avec les indicateurs. On vous mettra également des exemples de calcul et des exemples de rémunération de structures existantes. Et on finira avec la prise chronologique de la comptabilité. Et nous ferons la même chose pour la rémunération ACI-CPTS, donc indicateurs, exemples de calcul et de rémunération. Également les points d'attention à effectuer pour la première année. Et on terminera, comme pour MSP, avec la frise chronologique de la comptabilité. Donc, pour commencer, un petit point. Dès le moment où, en maison de santé, vous avez fait la signature de votre ACI, il y a une première avance initiale qui va être débloquée environ 2-3 mois après cette fameuse signature. À partir de là, il y aura une proratisation qui va être effectuée en fonction du moment de signature dans l'année. Si vous avez signé en mars, eh bien du coup, cette première avance sera basée sur 9/12e. Ensuite, en fin d'année, début d'année N+1, c'est pour la date du 31 janvier de l'année N+1, vous devez réaliser un rapport d'activité sur l'année N que vous avez réalisé, qui vous permettra d'obtenir vers fin avril, début mai, obtenir du coup votre ACI. Puis l'année suivante, vous allez refaire votre bilan d'activité et en avril-mai, vous allez réobtenir du coup des versements qui vont correspondre dans un premier temps une avance de 60%. Ces 60% correspondent aux indicateurs prérequis et aux indicateurs socles qui sont considérés comme atteints. Et vous recevrez le solde qui correspond à 40% et 100% des indicateurs optionnels. Concernant ces indicateurs, les voici. Donc, vous avez en bleu les socles et les prérequis, en vert les socles et en rose les optionnels. C'est rangé selon 3 axes. Le premier axe, ça va être l'accès aux soins, puis le travail en équipe, le travail en coordination et le système d'information. On retrouve ici les grands champs de la matrice de maturité. Donc, dans l'axe accès aux soins, les critères socles, ça va être les amplitudes horaires et la réponse aux soins non programmés, et également la réponse aux crises sanitaires graves. Dans l'axe numéro 2, ça va être la fonction de coordination.
Et dans l'axe numéro 3, c'est être le système d'information. Puis dessus, après, vous avez les critères socles pour le travail en équipe, donc ça va être les protocoles pluriprofessionnels, avec l'obligation d'en réaliser au moins un, et la mise en place des concertations pluriprofessionnelles, avec au minimum 6 réunions dans l'année, et après une proratisation en fonction de la patientèle médecin. Et après, vous avez tous les critères optionnels, donc la diversité de l'offre, s'il y a une profession médicale en sus de la médecine générale et ou les 3 professions paramédicales, l'accueil d'un contrat CSTM, contrat solidarité territoriale médicale, l'implication des usagers, la réponse aux soins non programmés par le portail du SAS, la réalisation de formations pour les jeunes professionnels. Donc là, c'est l'accueil des étudiants au sein de vos structures, en sachant que c'est tout type de profession de santé. Ce n'est pas uniquement de l'accueil d'étudiants en médecine générale, ça peut être également du pédicure-podologue, également de l'infirmier, orthophoniste, et ainsi de suite. Après, vous avez également les protocoles nationaux, la démarche qualité, le parcours insuffisance cardiaque de la CEPAM, et également le parcours obésité et surpoids chez l'enfant. Et le dernier critère optionnel concernant le système d'information, c'est savoir si le système d'information qui doit répondre à un cahier des charges est dit avancé ou pas. Donc, est-ce que le logiciel est déjà labellisé sur un niveau de certification supérieure ou s'il répond juste aux critères pour l'année en cours. Ensuite, vous voyez que sur certains critères, comme pour les protocoles ou la concertation, il y a une petite astérix et ça correspond à la valorisation si vous avez un infirmier en pratique avancée au sein de vos structures, ce qui va ramener 40 points supplémentaires. Est-ce que c'est en lien avec l'IPA, pardon Gaëlle, est-ce que c'est en lien avec le protocole, l'IPA, ou c'est simplement le fait d'avoir une IPA dans sa maison de santé? C'est le fait d'avoir un IPA au sein de la maison de santé qui va permettre du D'accord, coup 40 points supplémentaires par protocole. Donc, si vous avez un IPA au sein de votre d'accord. structure, au lieu d'avoir 100 points pour un protocole, eh bien, vous aurez 140 points. 140, ok. Ah, je te laisse, Sophie, présenter cette diapo. Oui, et donc on va passer sur les grands principes au niveau de la rémunération ACI et MSP avant de passer ensuite sur la partie des exemples. On a sur cette rémunération au niveau ACI un système de rémunération qui peut être majoré et il est majoré en fonction de certains indicateurs. Donc, est-ce qu'on a beaucoup de précarité au niveau de la structure, donc le taux de précarité, avec le taux de patients C2S et le nombre de patients qui pourraient être bénéficiaires de l'aide médicalisée d'État, l'aide médicale d'État. Globalement, c'est un sacré calcul savant, on ne va pas vous en donner un exemple, mais globalement, ce taux de précarité va permettre à la structure d'avoir une majoration au niveau de ces indicateurs et donc une majoration de la rémunération. Et cette majoration est calculée chaque année avec le rapport d'activité en fonction de la patientèle au 31 décembre. Chaque année, ce taux est revalorisé. Vous pouvez donc ne pas être éligible une année N et être éligible une année N+1. On va passer de ce classe sur les différents exemples. Vous allez avoir 4 slides qui se suivent, qui permettent en premier de faire un exemple global sur un indicateur spécifiquement, donc l'indicateur sur la partie coordination, et ensuite 3 slides qui vous permettront, on vous a fait un calcul sur combien est-ce que mon équipe pourrait toucher sur mon année N, mon avance, puis mon solde et mon avance N+1. En premier lieu, on vous a donc de ce fait-là fait un calcul sur la partie fonction de coordination, ce calcul qui peut être récupéré aussi de la part de la CPAM. Donc, cette fonction de coordination, c'est un des exemples que l'on prend assez souvent parce que c'est un exemple qui est quand même assez parlant puisque, comme vous l'avez vu sur la slide précédente, on a différents types de points sur cette fonction. On a des points fixes, des points variables et une majoration de points variables. La fonction de coordination est une fonction qui est centrale au sein de la maison de santé et elle vous permet, peu importe la patientèle qui structure votre équipe, d'avoir à la base 1000 points fixes. Et en plus de ces 1000 points fixes, vont venir s'ajouter des points variables qui sont, eux, fonction de la patientèle de la structure au 31 décembre.
Donc, chaque 31 décembre, la CPM calcule quelle est votre patientèle médecin traitant. Donc, tous les médecins qui sont intégrés, associés à la structure, on additionne la totalité de leur patientèle médecin traitant. Et le total du nombre de patients est calculé par rapport à une référence. Et cette référence, c'est 4000 patients. La CPM considère que sur une maison de santé classique, en fait une maison de santé type, la patientèle de référence correspond à 4000 patients. Et donc, les seuils vont varier en fonction de ce dépassement ou non du seuil de 4000 patients. Dans notre calcul, on a une structure qui a atteint 10 000 patients. Donc, c'est déjà une structure qui est quand même assez importante. Et grâce à ce nombre de 10 000 patients, on peut voir qu'on a non pas 1000 points fixes, mais 1000 points fixes plus 1700 points variables, 8000 par rapport à 4000, le deuxième plafond, et 1100 points variables, 2000 par rapport à 4000. Le calcul est donc assez simple. On a 1000 points fixes par rapport à 4000 patients, 1700 points variables, 8000 par rapport à 4000, et les 2000 restants qui permettent à nouveau d'avoir 1100 points variables. On atteint donc un calcul total de 10 000 patients, ce qui nous donne 4950 points. Et les indicateurs, le nombre de points sera dans tous les cas multiplié par 7 euros. À l'heure actuelle, 1 point égale 7 euros. Et donc, quand on multiplie 4950 points par 7 euros, cela nous donne, spécifiquement pour la fonction de coordination, 34 650 euros. C'est ainsi que sont calculés tous vos indicateurs. On vous a donc fait juste après donc un calcul, voilà, merci Gaëlle, un calcul à partir de mon avance. On a choisi de vous faire une signature qui était proratisée, de manière à ce que vous puissiez voir le calcul par rapport à la date de signature. On est donc sur une structure, dans notre exemple, qui a signé le 1er juillet 2024, donc on est sur une demi-année. Au moment de sa signature, elle est constituée de 9 professionnels de santé et au sein de ces 9 professionnels de santé, nous avons 2 médecins généralistes. Ces 2 médecins généralistes, au 1er juillet, totalisent 1867 patients. Donc ça, c'est notre calcul de base pour l'avance. On voit, on a distingué sur 2 éléments différents, les points fixes et les points variables. Les points fixes, ils portent bien leur nom, ils sont liés à votre structure en tant que telle, et les points variables sont liés à votre patientèle médecin traitant ou au nombre de professionnels qui composent votre maison de santé. Dans notre exemple, nous avons un total de 3200 points fixes grâce au système d'information, grâce aux horaires, grâce aux crises sanitaires. Et ces 3200 points fixes viennent s'ajouter aux points variables. Donc, les points variables, nous avons une patientèle de 1867 patients et on fait référence aux 4000 de la patientèle classique, fois 1700 points. Cela nous donne une fonction de coordination à 1794. Et en système d'information, nous sommes à 9 professionnels de santé et nous avons 200 euros fixes par professionnel de santé. Cela nous permet au total d'avoir donc 3200 plus 3060. Nous avons 6260 points qui sont calculés pour votre avance. Ces 6260, cela correspond à une année globale et vous avez signé au 1er juillet. Donc, purement et simplement, on fait un calcul de nombre de jours de prorata, ce qui nous amène à 184 jours sur 366. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, la CPM vous verse une avance de 60%, ce qui nous donne, quand on multiplie les 6260 par 7 euros, 43 820 pour une année complète. On proratise à 6 mois 22 030 et vous avez une avance de 60%, ce qui vous donne un versement total par la CPAM dans les 2 à 3 mois de votre signature de 13 218 euros. Cette avance va devoir vous permettre de payer vos charges fixes et vos charges au niveau de la CISA jusqu'au prochain paiement. Donc, vous avez signé le 1er juillet. Cette avance vous a été versée aux alentours du mois de septembre. Et donc, au 31 janvier 2025, vous avez déposé votre rapport d'activité. Ça nous amène à la slide suivante, qui est la slide de votre solde de l'année N. Ce solde de l'année N que vous avez, qui a été touché fin avril, début mai 2025, après analyse des indicateurs. Et donc là, forcément, votre équipe a bougé.
entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre, date à laquelle vous avez fait votre rapport, nous ne sommes plus sur 9 professionnels de santé, mais 12 professionnels de santé et 3 médecins généralistes. Ce qui nous amène à 2432 patients et non plus le nombre de patients que nous avions avant, qui était de 1867 patients. De ce fait-là, la CPAM met à jour le calcul qui avait été fait précédemment, de manière à vous verser un solde qui soit en cohérence avec la constitution de votre équipe au 31 décembre. Le nombre de points fixes a très peu varié. Globalement, on voit qu'on a une majoration pour les jeunes professionnels, on a une diversité, mais on n'a pas énormément de modifications de vos points fixes. Par contre, il y a une modification de vos points variables grâce à la modification de votre patientèle. Nous avons 12 professionnels x 200, là où nous avions eu 9 professionnels x 200. Et votre patientèle est à 2432, là où nous étions à 1867. Ce qui nous permet, alors que vous aviez touché une avance de 13 218, là, votre calcul définitif se fait sur un total de 7 704 points à 7 €. Cela vous donne une enveloppe globale pour une année complète un petit peu inférieure à 54 000 €. Et c'est là qu'intervient votre taux de précarité. On est sur une maison de santé qui a, somme toute, un assez gros taux de précarité. Et cela vous permet d'avoir une majoration. Et donc, nous passons de 54 000 à 56 700 grâce à l'application de ce taux de précarité. Mais ça, c'est un montant pour une année globale. Nous revenons sur la proratisation. Nous divisons donc quasiment par 2, 184 jours sur 366, ce qui vous donne une enveloppe totale pour votre année 2024 de 28 505. Vous aviez touché 13 218 d'avance. Vous avez donc un solde perçu de 15 287 €. Cette somme correspond à plus que les 40% que vous auriez perçus si votre équipe était restée exactement stable. Donc, vous avez les 40% de solde plus la mise à jour qui correspond à la constitution de votre équipe au 31 décembre. En même temps que ce solde de l'année N, vous touchez de ce fait-là l'avance de l'année N+1. Et donc, l'avance de l'année N+1, qui est sur le slide juste après, l'avance de l'année N+1 va être calculée sur la même base que votre solde. Elle est donc calculée sur la nouvelle constitution de votre maison de santé à la date de versement de l'avance. On se retrouve donc avec 7 241 points x 7 €. Et ça, c'est votre enveloppe totale, mais cette fois-ci, on n'a plus de proratisation. On est donc sur un total de 51 000 € et vous touchez 60% qui correspond à l'avance. Donc, vous touchez 30 414 € correspondant à votre avance de l'année 2025. Fin avril, début mai 2025, vous avez donc touché 30 414 € plus les 15 287 € de solde. Donc, pour résumer, vous faites votre signature ACI en juillet. Vous avez touché dans un délai de 2-3 mois environ votre première avance initiale de 13 218 €. Au 31 janvier de l'année N+1, vous allez faire votre rapport d'activité de l'année N. Vous allez recevoir votre solde de l'année N et une avance de l'année N+1 qui correspondra à 45 701 €. Puis, vous refaites votre rapport d'activité. Vous allez de nouveau obtenir votre solde de l'année N+1 et votre avance de N+2 et ainsi de suite. C'est pour cela qu'en termes de gestion de budget, on part toujours du principe qu'il faut au moins attendre 2 ans, histoire d'avoir une trésorerie qui soit stable. Donc, pour synthétiser, les points d'attention à effectuer lors de la première année. Il y a une avance qui est versée de 60% dans les mois suivant la signature. Comme vous l'avez vu, vous n'allez pas avoir la totalité de la somme, mais vous allez avoir aussi un prorata de cette somme. Il y a la prise en compte de la situation de l'équipe à la date de signature. Quand vous allez obtenir cette fameuse avance, et avec une actualisation une fois que vous allez réaliser votre rapport d'activité. La proratisation du montant de l'ACI par rapport à la date de signature. Donc, si c'est fait en juillet, vous avez 6 mois qui correspondent vous avez 6 mois pour la première année. Un écart parfois de plus de 12 mois entre les deux versements. Et comme je l'ai dit précédemment, la rémunération va être stabilisée
à partir de la deuxième année avec le second solde et la troisième avance. Nous avons tenu à vous refaire un petit peu, puisque ça, c'est beaucoup de questions qu'on peut avoir dans toutes les journées régionales et toutes les aides d'équipe qu'on peut faire. C'est à quel moment est-ce que, en termes de comptabilité, quels sont les moments importants? C'est pour ça qu'on vous a fait cette petite frise qui repart donc de la signature de votre accord conventionnel, N+3 mois globalement votre versement de l'avance. C'est à ce moment-là, et uniquement à partir de ce moment-là, que vous pouvez entamer l'établissement de votre budget prévisionnel. Ce budget prévisionnel qui a vraiment pour but de se dire, j'ai touché mon avance. Avec cette avance, quels sont les frais que je dois engager au niveau de la CISA? Typiquement, le logiciel partagé, les frais de coordination, les réunions de concertation professionnelle. Et donc, ce budget prévisionnel sera une étape clé au niveau de votre structuration en maison de santé, mais il ne peut pas avoir lieu avant d'avoir touché votre avance, puisque sinon, on part sur des sommes qui sont hypothétiques, alors qu'avec le versement de votre avance, on part sur quelque chose de concret. La CISA est une société civile. On a donc une clôture qui est en fin d'année, le 31 décembre. Et donc, le 31 décembre de l'année N, vous avez votre première clôture comptable. C'est le moment propice pour faire un point sur votre activité, quelles ont été les dépenses qui ont été faites, et de manière à prévoir le fléchage définitif de vos dépenses, puisque l'objectif, c'est de pouvoir équilibrer au mieux les recettes avec les dépenses pour éviter de payer des impôts au niveau de la CISA. Donc, c'est le moment propice pour faire une réunion avec votre expert comptable et vous faire bien accompagner à ce niveau-là. En avril-mai N+1, vous avez le versement de votre solde et votre nouvelle avance. Ce moment, c'est le moment qu'il faut utiliser pour recréer, remettre à jour votre budget prévisionnel et repartir sur un nouveau flux de trésorerie classique mensuel. Et maximum pour le 30 juin N+1, donc dans les 6 mois de votre clôture comptable, il faut organiser votre assemblée générale ordinaire. Cette assemblée générale qui est le moment pour permettre à tous les membres de l'équipe qui n'auraient pas forcément suivi tout ce qui s'est passé dans votre maison de santé, c'est le moment propice pour que tous les membres soient au courant des recettes, des dépenses et puissent valider les comptes de manière définitive pour repartir sur une nouvelle année. Bien, on va fermer, me semble-t-il, le petit volet MSP. On a reçu quelques questions. Je vais vous en poser peut-être deux déjà. Une coordinatrice en maison de santé nous a interrogé sur l'indicateur implication des usagers, avec notamment le niveau 1 et 2. Et elle pose la question de comment est-ce qu'on gère justement le niveau 1 et 2 en lien justement avec la rémunération. Alors, pour ça, je pense que je vais botter en touche, puisque si on commence à partir sur cet indicateur à implication d'usager, je pense qu'on n'aura pas le temps de pouvoir tout aborder. Et le conseil que je pourrais donner, c'est surtout de se rapprocher des fédérations régionales, où la plupart des chargés de mission vont pouvoir faire un accompagnement privilégié sur cet indicateur. Alors, vous avez commencé à en parler, mais de façon très précise, ou alors est-ce qu'il y a un complément d'information? Comment est-ce qu'on peut vraiment estimer le montant de l'ACI pour établir un budget prévisionnel? Dans l'idéal, on a la Fédération nationale avec santé qui a mis en place une calculatrice qui est téléchargeable gratuitement. On n'est pas forcément obligé d'avoir une adhésion, même si on va conseiller d'avoir une adhésion puisqu'ils ont une boîte à outils qui est très riche. Et donc, il y a une calculatrice à l'heure actuelle qui est disponible en téléchargement sur Excel et qui permet aux coordinateurs et à l'équipe de se positionner en partant de leur constitution d'équipe. Combien j'ai de médecins généralistes, quelle est ma patientèle, est-ce que je prévois de faire 1 ou 2 protocoles dans mon année. Et grâce au remplissage de ce tableau Excel qui est pour le coup vraiment très intuitif, avec le remplissage de ce tableau Excel, on a un calcul du montant de l'enveloppe qui est prévisible et on est très proche de la réalité la plupart du temps. Attention par contre à bien gérer avec la proratisation, donc à partir du principe que cette enveloppe qui est calculée, il faut la rebasculer par rapport à votre date de signature de l'accord conventionnel.
Donc ça, c'est vraiment l'un des meilleurs éléments. Et le budget prévisionnel, il n'a vraiment pas besoin d'être compliqué. C'est vraiment un tableau Excel avec les 12 mois de l'année. Quelles sont mes dépenses fixes? Et à partir de ces 12 mois de l'année, on construit vraiment un tableau de trésorerie. Il n'y a pas besoin d'avoir un outil payant ou quoi que ce soit. Vraiment, une gestion de trésorerie simple permet de faciliter ce budget prévisionnel. Très bien. Peut-être une dernière question pratique, Sophie. À quel moment est-ce qu'on fait intervenir un expert comptable? Est-ce que c'est vraiment dès la constitution du projet? À quel moment il rentre en jeu? Alors, l'expert comptable, il est vraiment là, ça va être une aide à la constitution de cette gestion de trésorerie. On n'est pas obligé, si vous avez un coordinateur qui est bien à l'aise sur la partie administrative, on va venir en complément de cette partie coordination. On ne remplacera pas du tout un coordinateur, on est vraiment deux fonctions complémentaires à ce niveau-là. Et notre intervention, elle va se cibler aussi et surtout pour essayer d'éviter une mauvaise surprise fiscale, de choisir les bonnes options dès le départ. Et donc, si vous ne vous faites pas accompagner par un avocat au moment où vous faites la constitution de votre CISA, faites rapidement quand même appel à un expert comptable de manière à avoir les bonnes options au bon moment. On sait tous que l'administration française est très facile et donc on a des délais d'options qu'il faut bien respecter. On a parfois 2 mois, 3 mois à peine à partir de la Constitution pour faire les bonnes options fiscales. Donc globalement, maximum quand vous avez votre avance, il faut contacter un expert comptable pour vous accompagner. Et pour établir la transition avec la deuxième partie de ce webinaire, est-ce que justement le même calendrier s'applique pour les CPTS? Pas du tout. Pas du tout. Non. Sur les CPTS, on a un calendrier qui est complètement différent puisqu'on est sur un système associatif. Et donc, sur un système associatif, il n'y a pas de déclaration obligatoire à la fin de l'année. On est par contre, une certification des comptes quand on dépasse 153 000 € de subvention. Et donc, moi, j'ai beaucoup de CPTS qui commencent par faire leur compta eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est vraiment purement et simplement un tableau d'entrée, un tableau de sortie, et qui font appel à nous à partir de la deuxième année, quand ils ont vraiment signé leur accord conventionnel et qu'ils ont dépassé cette phase d'amorçage. Très bien. Alors, on va enclencher justement cette deuxième partie. Gaëlle, tu reprends la main? Oui, très bien. Donc, maintenant, on va passer au grand principe de la rémunération ACI CPTS. Donc, comme ça a été dit juste avant, c'est quand même bien différent des maisons de santé. Vous avez aussi des missions obligatoires avec des indicateurs nationaux qui ne peuvent donc pas être changés, auxquels on doit répondre. Et ensuite, quand vous ferez votre signature de votre ACI, parce que c'est aussi un ACI, un CEPOM, vous allez devoir entrer dans une phase de négociation avec votre chargé de territoire de la CEPAM et de l'ARS pour définir des indicateurs optionnels, des indicateurs qui vont coller à votre territoire, qui vont répondre aux besoins et aux envies de vos professionnels de santé du territoire. Ensuite, chaque année minimum, vous allez faire un dialogue de gestion avec les instances, durant lequel vous allez faire une revue de tous les indicateurs. Tous les indicateurs, donc ce sont les indicateurs nationaux, même si vous n'avez pas forcément la main dessus, et les indicateurs qui sont dits optionnels, que vous avez définis auparavant avec eux. Et en fonction de cela, vous allez avoir une part variable qui sera plus ou moins importante. Le grand facteur qui rentre en compte dans les finances des CPTS, ça va être la taille de la CPTS. Si c'est une taille 1, 2, 3 ou 4. La taille 1, c'est moins de 40 000 habitants. La taille 2, c'est entre 40 et 80 000. Taille 3, entre 80 et 175 000. Et taille 4, supérieure à 175 000. Donc là, on voit une grosse différence avec les maisons de santé, parce que l'ACI dans les maisons de santé est surtout basé sur la patientèle des médecins traitants, alors qu'au niveau des CPTS, c'est basé sur la taille du territoire, sur le nombre d'habitants. Donc, une fois que vous êtes dans une des tranches, vous pouvez définir la rémunération maximale que vous pouvez avoir si vous répondez à tous les indicateurs, et ça ne bougera plus. Concernant le versement de l'enveloppe, ça dépend de la date de démarrage des missions.
Donc, vous avez forcément, dès le début, dès la signature, vous allez obtenir votre enveloppe sur le fonctionnement, qui dépend du coup de la taille de votre CPTS. Si vous avez une CPTS de taille 2, le budget fonctionnement, ça représente 60 000 euros. Puis après, les autres missions, ça dépendra de la date de démarrage. On vous a fait du coup un récapitulatif de globalement quel budget en CPTS et je rejoins complètement ce que dit Gaëlle, c'est qu'on a l'avantage en CPTS de connaître quelles sont les enveloppes, elles sont déjà prédéfinies et ces enveloppes fonctionnent en fait en deux volets, entre un volet fixe et un volet variable. Le volet fixe est acquis. J'ai signé mon accord conventionnel, j'ai démarré ma mission, je vais toucher mon volet fixe. Alors que le volet variable, lui, dépend de chaque indicateur, chaque niveau d'atteinte des indicateurs et ne sera calculé que lors de votre dialogue de gestion. Chaque année, à chaque date anniversaire de votre signature d'accord conventionnel, vous touchez 75% d'avance. Donc, ce ne sont pas du tout les mêmes calculs qu'en MSP. Cette fois-ci, en CPTS, on est sur 75% d'avance des volets fixes et du budget de fonctionnement. Et donc 25% de solde l'année suivante, et vous ne touchez pas du tout d'avance sur le volet variable. Le volet variable n'est versé qu'en une seule fois lors de la vérification de vos indicateurs. Nous vous avons mis en fait sur deux slides différentes les financements qui sont prévus. Vous pouvez les retrouver sur les sites institutionnels. Et on voit notamment que les communautés de taille 1 vont percevoir 50 000 euros de budget de fonctionnement, là où les CPTS de taille 2 vont toucher 60. Par contre, il y a quand même un gros écart avec les CPTS de taille 3 et taille 4 où les subventions évoluent quand même de manière assez importante. Nous poursuivons avec cette deuxième slide qui permet d'avoir la deuxième partie du tableau de calcul et qui reprend donc le fait que vous allez percevoir à la fin de votre dialogue de gestion, après votre dialogue de gestion, le solde de 25% de vos missions, la totalité de vos points variables et le budget de la nouvelle année. Et on voit que chaque CPTS a donc un budget qui est déjà calculé avec un financement total possible, à la fois fixe et variable. Pour une CPTS de taille 1 qui validerait 100% de ses indicateurs variables et qui touche en même temps son volet fixe, une CPTS de taille 1 toucherait 287 500 euros au total pour une année. Une CPTS de taille 2, 382 000 et les CPTS de taille 4, par exemple, 580 000 euros. À l'heure actuelle, pour accompagner un certain nombre de CPTS, je n'ai jamais vu la réussite à 100% des indicateurs variables, mais j'ai déjà eu 97% sur une CPTS de taille 4. Et donc, effectivement, il est possible, en prévoyant bien, et c'est pour ça qu'on vous l'a noté, vous êtes vous-même acteur de votre CPTS, c'est vous qui définissez les plans locaux, les indicateurs locaux, et ces indicateurs vous permettent de pouvoir valider une rémunération plus importante. Vous touchez, ça c'est un élément qui est important, vous allez toucher la part fixe, peu importe que les indicateurs aient été complétés ou pas. Si vous ne complétez pas vos indicateurs variables, vous ne toucherez aucune rémunération variable, mais la rémunération fixe est acquise. On peut donc, dès le départ, calculer grâce à ces tableaux-là quels sont les volets fixes pour chaque CPTS et donc connaître dès le départ quelle est la rémunération pour chaque taille de CPTS. Après, si ça peut vous aider à établir vos budgets annuels, moi, un conseil que je pourrais donner en tant que directeur de CPTS, c'est de faire des réunions trimestrielles avec vos chargés de territoire. C'est ce qui est effectué sur la caisse où j'ai la caisse de l'île Douai où où je tiens ma CPTS. Et tous les 3 mois, je fais un point avec la caisse notamment pour faire le suivi, montrer les indicateurs, montrer où j'en suis. Et comme ça, je peux savoir en milieu d'année si j'ai déjà validé tous mes indicateurs ou s'il me reste encore d'autres réunions, d'autres thématiques à aborder. On vous
vous a fait des exemples de rémunération. Donc, ce sont des exemples réels de rémunération avec 2 tailles de CPTS différentes. La première étant une CPTS de taille 3. L'objectif de cet exemple était de pouvoir vous montrer quelles étaient les dates de versement, puisque là, je suis sur une CPTS qui a signé son accord conventionnel en 2024 et sur la fin d'année 2024. Et donc, on voit, c'était une CPTS de taille 3. Elle a touché 75 000 € de son budget de fonctionnement en 2024 et elle a touché son avance de 75% uniquement sur les 2 missions qui étaient démarrées. Elle avait démarré la mission d'accès aux soins et la mission crise sanitaire. Elle a donc touché 75% d'avance sur ces 2 missions-là. Et vous pouvez le voir dans la colonne démarrage, la mission crise sanitaire n'avait pas démarré au début de l'année. Elle a donc touché un prorata de 9 mois sur 12. On voit donc que le budget en CPTS, le fonctionnement, dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Et par contre, sur la partie avance de vos missions, c'est vraiment corrélé à la date de démarrage de vos missions. On a eu ensuite le premier dialogue de gestion. Ce premier dialogue de gestion a permis de valider l'avance des indicateurs, le fait d'avoir bien complété les indicateurs, et donc un calcul de rémunération qui a été versé en totalité en 2025. Et donc, en 2025, elle a touché les missions qui avaient été démarrées après le versement de l'avance, ainsi que son solde de 25% sur ces missions. Et elle a en même temps touché, on le voit sur le dernier tableau, elle a en même temps touché son avance N+1. Il n'y a plus de prorata. On est sur 75% des indicateurs, à la fois fonctionnement et budget fixe de l'avance. Ce sont des tableaux qui, et ça c'est important, qui sont transmis par votre référent au niveau de la CPAM et qui sont extrêmement importants comptablement parlant. Il faut donc, dans tous les cas, bien suivre ces versements. Et si vous touchez une somme de la part de la caisse et que vous n'avez pas ce tableau-là, pensez à le réclamer. Ça vous aidera vraiment de manière très importante. Et on vous a fait donc un deuxième exemple avec une CPTS qui, elle, est une CPTS de taille 1. Et avec les dates de versement, l'objectif de ce tableau était de vous montrer qu'on avait des versements de plus en plus réguliers et quasiment uniques. On a un contrat qui a été signé en septembre 2022 et donc on voit que votre première année, la première année, a été sujette à nombreux versements. Une avance à 6 mois, une avance à 9 mois avec le démarrage, le solde de la part fixe et de la part variable. Donc il y a eu de nombreux versements sur cette première année. La deuxième année, nous n'avons déjà plus que 2 versements. Le versement de l'avance qui a eu lieu après le dialogue de gestion et le versement de solde. Et donc là, nous avons entamé la 3e année. Sur cette 3e année, nous avons eu les 75% de l'avance à la fois fixe et fonctionnement. La CPTS aura donc une facilité de gestion de trésorerie qui est plus importante que celle des MSP, notamment grâce à la régularité des versements qui se font quand même de manière assez simple au niveau des CPTS. Les frises. On vous a mis la même frise que pour les maisons de santé, mais pour les CPTS, avec un élément qui est caractéristique au CPTS, c'est-à-dire qu'on a toujours un versement toujours à peu près 2-3 mois après la signature. Vous faites votre premier budget prévisionnel qui correspond à votre avance de 75%. Et donc ça, vous pouvez le faire dès le démarrage de vos missions. Vous avez votre dialogue de gestion. Attention, les CPTS sont des associations. On est donc sur des clôtures au 31 décembre. Il y a eu à un petit moment donné un débat de se dire est-ce que je ne pourrais pas clôturer mon accord conventionnel à la date à laquelle ma clôture comptable, est-ce que je ne pourrais pas faire ma clôture comptable à la date de signature de mon accord conventionnel? Comme ça, je ferai ma clôture comptable à ma date anniversaire. C'est une fausse bonne idée puisque à la date à laquelle vous avez votre anniversaire, on n'a pas encore le résultat du dialogue de gestion. Et donc, il faudrait faire une comptabilité sur des sommes qui sont hypothétiques.
Donc, la clôture au 31 décembre est quasiment inévitable et c'est l'une des meilleures dates. Et attention, il y a un point très important. Si vous dépassez 153 000 euros, et nous l'avons vu tout à l'heure, en taille 1, nous avons un budget de 287 000 euros. Donc, dans tous les cas, toutes les CPTS dépassent 153 000. Dès que la CPTS a encaissé plus de 153 000 euros de subvention, elle doit procéder à la nomination d'un commissaire aux comptes. Et cette nomination du commissaire aux comptes se fait en assemblée générale. Il faut donc bien surveiller les comptes de la CPTS et provoquer une assemblée générale dès que celle-ci a touché plus de 153 000 euros, afin que le commissaire aux comptes puisse certifier les comptes déjà l'année où on a dépassé les 153 000 euros. Et courant de votre année N+1, on a une assemblée générale ordinaire de la CPTS. Cette assemblée générale qui, exactement comme pour les maisons de santé, est surtout un moyen d'avoir une parfaite transparence avec tous vos adhérents. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste énormément. On est sur un système associatif qui perçoit des subventions d'État. La transparence va être l'élément clé au niveau de votre gestion. Vous passez énormément de temps sur les CPTS. Il y a beaucoup de groupes de travail. Moi, j'ai beaucoup de CPTS qui sont très dynamiques. C'est vraiment une forme qui plaît à beaucoup de professionnels de santé parce qu'ils se sentent libres de pouvoir faire les projets qu'ils ont envie de faire et ils ont les moyens qui sont mis en face de ces projets. Mais il faut avoir vraiment une transmission de ces informations-là envers tous les adhérents pour que la vie associative que vous voulez donner à votre CPTS soit la plus facile possible. Merci Sophie. Comme pour maisons de santé, je vais vous présenter les 3 points d'attention pour la première année. Pour commencer, sans démarrage de mission, pas de paiement de l'avance. Donc surtout, pensez à bien conserver tous les justificatifs possibles qui permettent d'attester du démarrage de la mission. Ça peut être le compte-rendu, ça peut être les émargements, ça peut être des documents traceurs, des supports de travail, tous les éléments qui vont pouvoir prouver à la caisse que vous avez commencé la mission, pouvoir déclencher cette avance. Surtout, soyez bien accompagnés dans la rédaction des statuts. C'est une association, certes, c'est une gestion en bon père de famille, mais il faut bien prévoir dès le départ les règles du jeu, il faut bien prévoir le bureau, les règles d'accès à l'adhésion, le CA, comment il est composé, et ainsi de suite. Et comme pour toute association, les CPTS ont besoin de projets pour vivre, et tout ça, on est tous d'accord, je pense, pour dire que ça prend beaucoup de temps. Et donc, le conseil, c'est surtout de prendre de la coordination, du temps pour la coordination dès le début du projet. Et surtout de ne pas le reporter. Alors, c'est le temps des questions. On a une question assez vaste, mais je vous la pose quand même parce qu'on peut avoir justement des indications grâce à vous. À qui on peut s'adresser pour avoir des billes, pour commencer à réfléchir à un projet de montage de CPTS? Ça, je vais la prendre comme question. Du coup, alors, techniquement, quand vous avez quelques professionnels qui seraient dans le souhait de monter un projet de CPTS, la première chose à faire, c'est de se signaler aux instances, donc à l'ARS et à la caisse. Et très souvent, même au niveau national, c'est les unions des URPS qui gèrent les montages de projets. Donc, ils vont accompagner les professionnels, faire des réunions en invitant l'ensemble des professionnels du territoire afin de définir le territoire, définir les communes. Suite à quoi, il y aura la signature d'une lettre d'engagement. C'est un courrier type qui va être envoyé à l'ARS pour signaler qu'il y a plusieurs professionnels, qu'il y a une communauté de professionnels qui ont réfléchi, qui ont décidé de se constituer en CPTS. Ensuite, avec l'URPS, on va entrer dans le travail de la rédaction du projet de santé et parallèlement la création de l'association. Donc, pour amorcer le sujet, ça va être l'union des URPS. Et j'ai une mission territoriale. Tout à fait. Alors, deuxième question sur les indemnités. Est-ce que les indemnisations forfaitaires sont-elles possibles en CPTS ?
Alors oui, les indemnisations forfaitaires sont possibles. Par contre, on va avoir un élément qui est très important au niveau des CPTS, c'est le règlement intérieur. Ce règlement intérieur, il a vraiment pour objectif de régir le fonctionnement au sein de la CPTS. Il est voté en Assemblée générale. Donc, c'est le meilleur moyen de pouvoir fixer quelles vont être les indemnisations des professionnels. On va être souvent sur deux types d'indemnisation, de l'indemnisation au temps passé ou de l'indemnisation forfaitaire. L'indemnisation forfaitaire est assez rare. Elle concerne plutôt les fonctions de bureau, les fonctions de représentation. Elle représente assez, je dirais même quasi jamais, la rémunération des projets en tant que tels. Et donc, oui, il est possible de faire des rémunérations forfaitaires, mais en tout premier lieu, surtout, vérifier la possibilité de faire des rémunérations forfaitaires dans votre règlement intérieur. Et si vous n'avez pas de règlement intérieur de CPTS, je vous conseille vivement d'en écrire un et de le faire voter en Assemblée générale. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut repréciser la différence entre rémunération et indemnisation? Oui. Je le fais, Sophie, ou tu Je t'en veux? t'en prie, Gaëlle. Alors, les indemnités, c'est ce qu'on va appeler les IPR, indemnités pour perte de revenus. Pour schématiser, c'est un professionnel de santé qui va venir participer à une action ou à un groupe de travail, et pendant ce temps-là, il ne fait pas son activité. Donc, comme il ne fait pas son activité, il a une perte de revenus. Donc, la CPTS peut lui verser une indemnité pour perte de revenus, en sachant que c'est plafonné par la sécurité sociale, mais le plafond est assez élevé, c'est 43 000 euros, si je ne dis pas de bêtises, 47 Sophie. 100. Donc, il y a une légère marge. D'accord. Ensuite, la rémunération, c'est pour une fonction qui est exercée au sein de la CPTS. Donc, ça va être les fonctions du bureau, ça va être le président, ça va être le trésorier, pour leur rôle qu'ils occupent au sein de cette fonction et la représentativité qui s'y impose. Tu me complètes, Sophie? Le seul élément, c'est d'essayer d'éviter d'avoir des versements qui soient trop dans une certaine récurrence au niveau des fonctions de bureau, ou alors avec des montants très importants. Ce que j'appelle très important, on dépasse par exemple 1 500 euros par mois. Une rémunération d'un président de CPTS qui atteindrait 1 500 euros par mois, on n'est plus dans de la gestion désintéressée, on n'est plus sur une fonction désintéressée. En bonne moyenne, on va être sur des indemnisations entre 300 et 500 euros par mois. Ça, c'est la bonne moyenne quand on a du temps qui est passé. Et on est vraiment distingué du temps passé sur les groupes de travail et ceci, cela. C'est vraiment de la rémunération pour un type de fonction. Alors, j'ai une autre question. Les ACI des CPTS et des MSP ne font-ils pas doublon? Alors, de mon point de vue, pas du tout, puisque on est vraiment sur une différenciation. Les MSP, on est sur une patientèle. On est vraiment sur un cabinet en lui-même, même si on peut être sur une maison de santé qu'on appelle éclatée, anciennement hors les murs, où on va avoir des professionnels qui seront sur différents sites, mais la maison de santé a vraiment une vocation patientèle, que la CPTS a une vocation territoriale. On n'aura pas du tout si je peux m'exprimer comme ça, de mise en commun un petit peu de fonctions pratiques, c'est-à-dire que la CPTS, c'est on se regroupe les uns avec les autres pour améliorer notre prise en charge du patient et pour améliorer notre quotidien à nous aussi, autant que le quotidien des patients. Donc, c'est vraiment un objectif de santé publique. Alors que la maison de santé va, elle, avoir vraiment un rapport sur notre exercice au sein de notre maison de santé. Typiquement, on peut avoir 10 maisons de santé dans une CPTS. Ces 10 maisons de santé-là n'ont pas vocation à forcément avoir la même manière de travailler les uns avec les autres. On n'a pas la même manière de travailler entre médecins. Et donc, la partie CPTS n'a pas vocation à dire tout le monde doit faire comme ça. Alors que les rémunérations qui sont en MSP, c'est vraiment pour constituer une façon de travailler entre différents professionnels. Je ne sais pas si tu es d'accord avec mon point de vue, Gaël, mais… Écoute, je suis totalement d'accord avec toi et je continuerai même là-dessus. Pour faire une petite distinction très simple, en maison de santé, dès le moment où des professionnels de santé ont décidé de se regrouper en maison de santé, c'est le schéma des 3 P.
Quand un professionnel travaille de manière isolée, il travaille sur le patient. Ensuite, quand il y a un regroupement en exercice coordonné, type maison de santé, on travaille sur une patientèle. Tous les médecins, tous les professionnels de la structure vont avoir une patientèle qui va être commune. Et la distinction avec la CPTS, c'est le troisième P. La CPTS, elle est populationnelle. La CPTS, par définition, n'est pas effectrice de soins, n'est pas là pour travailler sur une patientèle, mais elle est là pour apporter des solutions, pour réaliser des actions de prévention, de promotion à de la population, aux usagers, et pas sur une patientèle, sur des choses très spécifiques, contrairement du coup aux maisons de santé. Donc, comme tu disais, une maison de santé est là pour gérer donc ses patients, sa patientèle, établir des règles communes pour pouvoir gérer ses patients. Au niveau de la CPTS, on va être sur des notions de parcours, sur des notions organisationnelles. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses. Merci Gaëlle, merci Sophie pour cet éclairage. Vous avez su mettre en lumière les éléments essentiels pour tout comprendre de ces rémunérations forfaitaires. C'est complexe, il faut le dire. Mais grâce à vous, on a mieux compris. En tout cas, c'est mon cas. Donc, merci beaucoup. Nous espérons que vous avez apprécié cette session. Dites-le nous via l'enquête de satisfaction. Le lien s'affiche dans le chat. Vous pouvez également nous envoyer un mail si vous avez des questions. Je vous le rappelle, sur rédaction@concourpluripro.fr. Je vous rappelle également que le replay sera accessible via votre mail d'inscription. Et je vous donne rendez-vous en juin 2026 pour la 3e édition de la journée de l'exercice coordonné, donc de la GEXCO. Merci Gaëlle, merci Sophie, merci à toute l'équipe de GMS qui a permis la réalisation de ce webinaire. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci à tous, belle journée À à vous. bientôt, bonne journée.